journal. Le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Le 24 janvier est consacré à la célébration mondiale de la culture africaine et afrodescendante à Kinshasa. Cette journée a été célébrée sous les thèmes conscience culturelle, rumba, pour la paix. La musique, la culture, bien entendu, transmet le valeur dans nos sociétés. Cet aspect est largement repris dans les dossiers de ce dimanche. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition magazine qui démarre par l'actualité. Après plusieurs jours de l'asphyxie FC M23, Uvira reprend son souffle. Le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi s'est rendu sur place pour marquer les retours progressifs de l'autorité de l'État et rassurer une population en quête d'une paix durable. On voit cela dans ce reportage. Boutique d'habillement, vendeuse de poissons, station-service ouverte, quelques étalages de savons et biens de consommation, tel est le nouveau visage d'Uvira. Les activités commerciales ont repris dans cette partie de la province du Sud Kivu, au grand bonheur des résidents, comme les témoigne cette habitante. Nous sommes dans la grande joie de vivre la sécurité dans notre cité, car le bon Dieu nous a ramené une nouvelle paix qui chasse l'esclavagisme. Nous dormions à 17h, pas de circulation, et nous les femmes étions victimes de viols et autres atrocités. Chose que salue également ces chauffeurs du tricycle, un moyen de transport très utilisé localement. Nous ne pouvons pas passer sous silence cette victoire gouvernementale avec nos troupes qui ont bouté dehors l'ennemi qui nous avait beaucoup tracassés. Nous, les Congolais d'Uvira, vivons maintenant en paix. Les départs des rebelles de l'AFC M23 d'Uvira suscitent la joie chez les femmes, premières victimes de la rébellion. Cependant, les rebelles se sont éloignés uniquement à 35 km d'Uvira, précisément dans la localité de Kabunambo, contrairement aux exigences américaines qui stipulent 75 km, soit jusqu'à Kamanyola. Un périmètre sécuritaire qui est en train d'être effectué ici à Uvira par les forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, la ville a été détruite. Plusieurs institutions publiques de l'État ont été vandalisées et détruites par le passage de ces éléments rebelles. Ici à Uvira, Rigen Shindano, derrière la caméra, Fiston Wavingana pour la RTNC. Restons toujours dans cette partie du pays. Après plusieurs mois d'inactivité et de ralentissement économique, la ville d'Uvira dans le sud Kivu a repris ses activités commerciales à la grande satisfaction des habitants. La ville d'Uvira dans le sud Kivu reprend vie. Elle sort de sa torpeur imposée par la brigade avancée du Rwanda, la FCM 23, pendant quelques semaines d'occupation. Le gouverneur du sud Kivu, le professeur Pouroussi Sadiki, est de retour à Uvira, où les institutions provinciales du Sud Kivu siègent momentanément. Il a traversé la frontière entre le Burundi et la RDC en recevant un accueil chaleureux. Les images en disent long sur l'expression de joie d'une véritable libération après des semaines sous les jougs de l'armée rwandaise. Une véritable communion avec la population qui voit ainsi s'affirmer le retour de l'autorité de l'État. L'autorité provinciale sillonne les rues, échange avec les riverains, un contact direct pour les rassurer. Il a transmis les messages du chef de l'État à la population et lui a affirmé que les pertes subies durant l'occupation de cette contrée par l'AFCM 23 seront prises en compte dans le plan de réponse à la crise élaboré par le gouvernement de la République.
Autre actualité, le Centre congolais de lutte anti-mine a dépollué la ville d'Ouvira. Ouvira libéré, climat de paix renforcé, la sécurité redonne espoir à la population. Une situation saluée par le Centre congolais de lutte anti-mine, par les billets de son coordonnateur national, Emmanuel Lokino Omanga, qui voit en cette libération un couronnement de la diplomatie agissante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le retour de la paix dans des provinces en proie. Le centre anti-mine tient à bâtir un climat de sécurité dans ces milieux infectés par les restes d'engins explosifs déposés par les rebelles de M23 AFC soutenus par l'armée rwandaise dans la ville d'Ouvira et ses environs. Je tiens d'abord à remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les retours de la paix à Ouvira. Et je remercie en même temps mon chef direct, son Excellence Maître Jacques Melouko, suite au départ de ses ennemis. Selon les informations à ma possession, il y a des engins explosifs et les restes explosifs de guerre qui traîneraient à gauche à droite. Je vous lance un message de sensibilisation et de prudence. Chaque fois que vous êtes en face d'un objet dont vous ne maîtrisez pas, le premier réflexe est de ne pas s'approcher, de ne pas y toucher et de faire toujours appel. Cela nous permettrait de venir neutraliser ces engins. Signalons qu'une équipe des centres congolais de lutte anti-mine serait déjà à pied d'œuvre dans la ville d'Ouvira à la recherche de ces engins explosifs et les mettre hors d'état de nuire. Une table ronde de haut niveau pour parler des minéraux critiques de la République démocratique du Congo et de la transition énergétique. En marge du forum économique de Davos en Suisse, le ministre des Mines, Louis Watoum, a insisté sur la nécessité de la transformation locale et des ressources minières de la République démocratique du Congo. Cédric Kenina. La République démocratique du Congo ne vient plus à Davos pour écouter, elle vient pour décider. En marge du World Economic Forum, la RDC a affirmé avec force son leadership mondial dans les secteurs des minéraux critiques et stratégiques, indispensables à la transition énergétique. Sous la conduite du ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, une table ronde de haut niveau a réuni à Davos investisseurs internationaux, leaders industriels et décideurs économiques autour d'un message clair. La RDC n'est plus seulement un pays des ressources, mais un pays des transformations et des valeurs ajoutées. Organisé par le ministère des Mines en partenariat avec Business Council for International Understanding et DP World, cette rencontre stratégique visait à repositionner la RDC au cœur de chaîne des valeurs mondiales. Un signal fort renforcé par la présence coordonnée des directeurs généraux du CAMI, du CEC et du Service géologique national, gage de crédibilité et de stabilité institutionnelle. Parmi les projets présentés aux investisseurs, les mines de fer de la Grande Orientale, un projet structurant, symbole d'une nouvelle ère minière congolaise tournée vers l'industrialisation massive, l'intégration territoriale et l'emploi local. Dans la rétrospective de l'actualité de la semaine, au cours de la semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement du projet d'extension de la ville-province de Kinshasa à partir de Menkao dans la commune de Maluku. En début de semaine, le chef de l'État a accueilli le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbé. Retour sur les activités du président de la République avec Pierre Kibambeso Moïsa. La ville de Davos, en Suisse, a abrité du 19 au 23 janvier 2026 la 56e édition du Forum économique mondial auquel ont participé des dirigeants politiques, des responsables d'entreprises, des scientifiques et la société civile, tous venus de différents pays du monde entier. Invité à ces grands rendez-vous annuels des dirigeants mondiaux, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Davos, ville des Alpes suisses, dans la soirée de dimanche 18 janvier. Outre la cérémonie d'ouverture du forum, le chef de l'État a pris une part active à la session intitulée « Partenariat stratégique sur les minéraux et investissements ». Dotée d'un immense potentiel, la République démocratique du Congo considère qu'il y a une place pour tout le monde
aide au pays, mais à une condition de travailler avec la RDC dans la transparence et dans le respect des intérêts stratégiques. Tout doit être clair. Traçabilité, contrat lisible, lutte contre les circuits illégaux, créer de la valeur en RDC par la transformation locale de ces matières précieuses, des emplois, des compétences et des infrastructures. La République démocratique du Congo prône un dialogue fondé sur des règles claires, souveraineté respectée, paix vérifiable et engagement ténu. À Davos, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des activités à marge de la 56e édition du Forum économique mondial. Le chef de l'État a eu des entretiens avec Sa Majesté le roi Philippe des Belges et le ministre des Affaires étrangères de la Belgique Maxime Prévost. La rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales séculaires, d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Le président de la République a aussi eu des échanges avec Sultan Ahmed bin Sulayem, président, directeur général de DP World, l'un des plus grands opérateurs portuaires du monde. Les investissements stratégiques de cette multinationale dans la digitalisation et la logistique multimodale à RDC étaient au menu de leur entretien. Abdullah Al-Moussaïbe, président de la Banque arabe de développement économique en Afrique, a été aussi reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La BADA est une institution financière et technique entre les pays arabes et africains créée pour incarner la solidarité afro-arabe sur une base d'égalité et d'amitié. L'entretien a porté sur les possibilités de développement de chaînes de valeur agricoles et industrielles s'appuyant sur des ressources naturelles de la RDC. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi prêté une oreille attentive au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique venu présenter un ambitieux projet technologique et le financement d'un projet hospitalier en RDC. En Suisse, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est aussi entretenu avec le président Isaac Herzog d'Israël. Le chef de l'État israélien avait effectué une visite historique à Kinshasa au mois de novembre dernier. Le renforcement de relations bilatérales entre la RDC et Israël était au cœur de leurs échanges. La Suisse n'a pas été à marge dans l'agenda des audiences du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu le vice-président de la Confédération. Le renforcement de bonnes relations bilatérales entre la RDC et la Suisse était au cœur de cette entrevue. La série des audiences accordées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est clôturée par la rencontre avec le cofondateur et directeur général des Mercuria Energy Group, une entreprise clé du groupe mondial des matières premières dont le partenariat avec la Gécamine vise à sécuriser les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques et à garantir un accès privilégié au marché ambitieux. Les positionnements de la République démocratique du Congo dans les grands enjeux mondiaux, c'est le moins que l'on puisse dire de toutes ces audiences accordées par le président de la République à Davos à marge du Forum économique mondial. Aucun salon international ne se tiendra désormais sans la voix de la RDC dont l'ambition est de façonner l'avenir de la planète en tant que pays solution. Après Davos dans les Alpes suisses, où il a participé au 56e Forum économique mondial, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de travail à Paris à l'invitation de son homologue de la République française, Emmanuel Macron, qui a accueilli chaleureusement son hôte de marque sur le perron de l'Élysée. Les cérémoniales d'accueil terminées, les deux chefs d'État ont eu des entretiens à huis clos sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans le nord et le sud Kivu en proie aux exactions de l'occupation de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 et au renforcement de la coopération bilatérale entre Paris et Kinshasa. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé à son homologue Félix Tshisekedi le soutien de la France à la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux efforts pour parvenir à un cessez-le-feu effectif et vérifiable dans l'est de la RDC.
Dans les Nord Kivu, un incendie a été déclaré à Massissi avec comme bilan 4 morts. La CENI déplore le pillage de ses équipements à Uvira et à quelques mois de la tenue de la conférence des gouverneurs dans l'Ikulu, la première ministre a tenu une réunion d'évaluation des préparatifs à ces sujets et tant d'autres sont développés dans cette rétrospective des faits qui ont marqué l'actualité de la semaine. Une sélection de Serge Merlet-Mata. La commission électorale nationale indépendante a déploré dans la semaine la destruction de son antenne basée dans la ville d'Uvira, dans le sud Kivu, et le pillage systématique des matériels électoraux et logistiques essentiels au bon déroulement du processus électoral. Face à la situation critique dans la ville d'Uvira, dans le sud Kivu, à la suite d'atrocités commises par l'armée rwandaise et ses supplétifs de la coalition AFC M23, le gouvernement de la République a pris quelques mesures d'urgence afin de coordonner la réponse humanitaire, sécuritaire et judiciaire. À quelques mois de la tenue dans le Kulu de la 13e session de la conférence des gouverneurs des provinces, les travaux de réhabilitation de l'aéroport et des routes de Bandundu-Ville et Kikwit se sont accélérés. Une séance d'évaluation s'est tenue à la primature et l'a portée sur l'évaluation des préparatifs infrastructurels au Kulu. À Chikapa, dans le Kasaï, les travaux de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique Lungudu 2 évolue normalement bien, avec pour objectif de renforcer l'approvisionnement en électricité de la ville de Chikapa et de ses environs. La province du Lualaba a franchi dans la semaine une étape importante dans le renforcement de ses infrastructures de transport avec l'inauguration d'une nouvelle déviation de la voie ferrée reliant les gares de Fungurume et de Kwatebala. Un ouvrage stratégique destiné à fluidifier les trafics et soutenir l'activité minière dans cette partie du pays. Vers l'installation en République démocratique du Congo d'une unité de production et d'assemblage d'engins lourds, le ministre des Infrastructures et Travaux publics a conclu à cet effet un partenariat concret avec la société chinoise Luigong pour la concrétisation d'un projet axé sur la technologie, l'industrie locale et la formation de la jeunesse. Un centre d'urgence pré-hospitalière pour traiter des cas compliqués sera bientôt installé au sein des centres hospitaliers universitaires du Cinquantenaire. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé publique lors de sa descente sur le lieu. Au sujet de l'affaire dite Zoye Chombo, Tikaye Akende, 3 policiers ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en procédure de flagrance. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter sur les marchés. Les acheteurs ont exprimé cette semaine leur peine à s'approvisionner en ces moments. Les vendeurs, eux, ont rejeté plutôt la responsabilité aux grossistes. En page noire, après les derniers hommages lui rendus par ses collègues, agents et cadres de la RTNC et autres professionnels des médias regroupés au sein des différentes associations, les journalistes des informations télévisées et directeurs de l'ICA RTNC, Médard Liévin Bouyal Mongala, a été conduite en cette dernière demeure au cimetière Nécropole 1 de Lantsélé. Considérée comme un puissant vecteur culturel, la musique transmet les identités, les traditions et les valeurs d'une société. Les dossiers du jour démontrent comment cet art qui sublime la réalité rassemble et renforce la cohésion sociale. Une production inspirée par la célébration le 24 janvier de la Journée mondiale de la culture afro-africaine et afro-descendante. Suivez.
Chaque 24 janvier, le monde célèbre la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. En République démocratique du Congo, cette culture a une voix, un rythme et une identité. La musique, dans sa diversité et sa richesse, la musique est pour les Congolais la cerise de tous les événements, heureux comme malheureux. Chaque moment de la vie est ici une occasion de savour et cette merveille qui tisse la toile des relations sociales entre peuples. Awa ezali resto terrasse tobetaka mwa miziki po accompagner biso tango tozolamba so miziki ezobeta te moyen toteka pe ezalaka te miziki pe ezoko accompagner culture na biso. Bien mieux qu'un simple divertissement, la musique est devenue un véritable outil de communication et de publicité, un vecteur de messages ciblés qui entretient le lien entre culture et mœurs. Oui, bon, la culture c'est l'ensemble des valeurs, des pratiques, de tout ce qu'on fait finalement. Mais le mœurs, c'est l'expression de cette culture. C'est la façon maintenant d'exprimer cette culture par nos comportements. Comment est-ce que nous faisons nos fêtes, comment est-ce que nous pleurons nos morts, comment est-ce que nous réfléchissons. Et tout ça, c'est maintenant dans le mœurs. Cependant, la problématique de l'utilisation de la musique comme outil promotionnel de l'identité culturelle congolaise demeure entière. Notre musique a grande importance dans la promotion de la culture congolaise parce que la musique, en tant qu'art vivant, est un élément fédérateur. Grâce à la musique, avec 450 tribus qui constituent notre pays, grâce à la musique, eh bien, toutes ces tribus-là se retrouvent. Et évidemment, dans cette diversité-là, il y a aussi l'unité. Alors que la question des contenus véhiculés par la musique reste pendante, la rumba congolaise, classée en 2021 patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, joue pleinement son rôle dans la promotion de l'identité culturelle du pays. Il était temps que l'UNESCO puisse se rattraper parce qu'on parlait déjà de l'influence, il fallait simplement une reconnaissance et c'est une bonne chose pour notre musique. Depuis le 14 décembre 2021, si je ne m'abuse, la rumba congolaise est classée dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ça, c'est vraiment une belle occasion pour nous de faire la promotion de notre musique à travers le monde. Et bien, si on en est arrivé là-bas, c'est déjà parce que nous en avons fait la promotion, particulièrement la radio-télévision nationale congolaise à l'époque. Il a beaucoup contribué, la radio nationale y a beaucoup contribué, puis nos artistes musiciens, par leur production scénique internationale également, y ont beaucoup contribué. Aujourd'hui, la musique congolaise traverse les frontières, elle fait danser les mondes et valorise la culture congolaise à l'international. Aux Congolais de protéger cet héritage et de les transmettre aux générations futures. D'abord, les jeunes doivent savoir qu'on leur lègue quelque chose, on leur lègue la musique. Bon, maintenant, c'est à eux de conceptualiser, de marquer, de savoir encadrer cette musique-là pour qu'eux aussi, un jour, ils puissent transmettre. En cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, la musique congolaise rappelle qu'elle est bien plus qu'un son. Elle est identité, mémoire et fierté, un vecteur puissant de la culture congolaise ici et ailleurs. Retour sur l'actualité avec cet acte de sabotage signalé dans la ville de Lubumbashi. La ligne électrique Panda-Caravia a été vandalisée. Cet acte délibéré risque d'impacter lourdement sur les activités économiques dans les Hauts-Katanga, rapportent Cédric Kenina et Yvette Makutima. Pendant que la Société nationale d'électricité accélère la modernisation de ses outils de production pour améliorer la desserte en énergie à travers les pays, des mains criminelles s'emploient à plonger certaines régions dans le noir. Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2026, un acte de sabotage grave a visé la ligne haute tension Panda-Caravia, poumon énergétique du Haut-Katanga. Le pylône numéro 261 situé dans la ville de Lubumbashi a été vandalisé par des individus non identifiés. Des trous de plus de 2 mètres de profondeur ont été creusés à sa base, fragilisant ainsi dangereusement cette infrastructure stratégique des transports de l'énergie électrique. Ce pylône, par exemple, a 4 pieds et à côté de chaque pied, on a creusé juste pour voler les piquets de terre qui sont en cuivre. Cet acte qui est posé de cette manière va commencer à provoquer des déclenchements répétitifs lorsqu'il y a des subtensions, lorsqu'il n'y a plus de protection. Mais nos équipes techniques vont s'y mettre pour essayer de remplacer les piquets qui ont été volés par d'autres piquets en acier. Ça nous fait 161 pylônes et c'est la situation pour chaque pylône.
On a enlevé les piquets de terre. Un acte aux conséquences potentiellement dramatiques. Un effondrement du pylône pourrait provoquer un chaos énergétique paralysant industrie, entreprises minières et ménages. Ils n'ont pas seulement coupé les conducteurs, mais ils sont maintenant en train de creuser tout le long de la ligne, en creusant à côté des pylônes qui vont s'écrouler. Et lorsqu'ils vont s'écrouler, c'est non seulement la SNEL qui va avoir un manque à gagner, mais c'est toute la République, parce que ces courants, on le donne aux miniers. Et les miniers, quand ils travaillent, ils permettent à l'État congolais de récolter l'impôt. Sur le terrain, la SNEL SA ne baisse pas les bras. Les techniciens sont déjà à pied d'œuvre, mobilisés pour sécuriser les pylônes endommagés et prévenir les pires. L'usine de cimenterie de Katanda sera bien opérationnelle d'ici fin de l'année 2026. Les travaux de construction de cette unité de production de ciment sont déjà exécutés à 70%. Le PCA de la MIBA, Jean-Charles Couteau, a visité cette usine lors de son séjour en Mbuji-Mayi. La cimenterie de Katanda jouera un rôle clé dans l'approvisionnement en ciment, non seulement dans la province du Kasaï oriental, mais aussi sur l'ensemble du pays, avec un coût réduit de sacs de ciment. Lors de son passage à Mbuji-Mayi, le président du conseil d'administration de la société minière de Bakwanga a effectué une descente stratégique sur les sites de la construction de la cimenterie de Katanda dans les territoires qui portent le même nom. Une usine de ciment sortira des terres d'ici la fin de l'année 2026. Le président du conseil d'administration de la MIBA, avec quelques administrateurs, s'est fait expliquer l'évolution des travaux qui prévoient l'implantation des équipements sur les sites de Tchala pour la production des 30 MW nécessaires à son fonctionnement. 10 MW seront rétrocédés à la MIBA pour soutenir la relance de ses activités minières. Le président du conseil d'administration a inspecté également les 3 plateformes constituant les socles de la future unité industrielle. On a trouvé une stratégie assez importante, c'est-à-dire tant au niveau social qu'au niveau de la production. Ici, nous avons bien voulu travailler des concerts avec nos amis chinois afin de pouvoir créer pour la toute première fois dans l'espace des Grands Kasaï d'avoir une cimenterie. La MIBA s'assure que la cimenterie de Katanda sera un pilier pour les futurs économiques de l'espace Grand Kasaï. Les travaux se trouvent au moins à 70% parce que la technologie que nous utilisons, c'est une technologie seulement de rassemblage. L'usine est déjà prête. Bien avant la descente sur les sites de Katanda, le président du conseil d'administration de la MIBA a réuni tous les directeurs centraux. Le recadrage est nécessaire avant l'utilisation des fonds destinés à la relance de la MIBA, fonds mis à disposition par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du conseil d'administration de la MIBA, Jean-Charles Okoto Lakombe, a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son souci de voir cette entreprise reprendre ses activités minières au Kasaï oriental. Une page noire avant de se quitter, passionné des sciences, enseignant, doctorant en sciences de l'information et de la communication et directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel de la RTNC, vit désormais dans l'au-delà, décédé depuis le 7 janvier dernier. Médard Mbouyal Mangal a été porté en terre ce samedi 24 janvier. Sa famille biologique et professionnelle, amis et connaissances lui ont rendu des hommages mérités. Suivez. Ils étaient tous venus lui dire adieu, membres de famille, collègues de service, amis et connaissances. Sur les parvis de Maman Angibi, qui a vu pendant plusieurs années Médard Mbouyal Mangala aller et revenir pour un reportage ou une tâche professionnelle, s'est dressée une chapelle ardente pour accueillir sa dépouille. Les émotions sont autant intenables que le chagrin était perceptible. Plus de 30 années de carrière, les marques de Mbouyal ont transcendé les directions de la RTNC. Son influence est allée au-delà de la corporation. Ceux qui l'ont côtoyé ont essayé de le faire revivre par des témoignages. De la radio-télévision nationale congolaise à ses promotionnaires de la 15e promotion de l'IFASIC. Sans oublier la société. Le bien de Médard, son humilité, son savoir-faire, son intelligence ont pris les dessus sur les émotions pour peindre ce professionnel pointilleux, ce journaliste méticuleux, cet analyste politique passionné, ce docteur à titre posthume. Médard Mbouyal était une intelligence vive, toujours en éveil.
au sein de la rédaction française, plus précisément dans la sous-direction des enquêtes et magazines. Il a joué un rôle majeur. Il était de ceux qui élevaient le débat, de ceux qui appelaient les journalistes à leur rôle premier. Informer avec responsabilité, penser avec liberté, servir avec dignité. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a rendu hommage à la plume des Médard par cette gerbe de fleurs. Le président du conseil d'administration, Floribert Loboto, et les administrateurs de la radio-télévision nationale congolaise se sont inclinés devant la mémoire de Mbouyal. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Lengue-Nyimbo, promotionnaire de Mbouyal Mangal, et le directeur général adjoint l'ont honoré. Chaque fleur déposée exprime une volonté. Chaque pas vers ce cercueil rappelait un souvenir de Médard, et en file indienne, chacun avait le sien pour lui rendre ses derniers hommages. Médard Liévin Mbouyal Mangala, tu peux reposer en paix. Ta grandeur te survivra. Que l'âme de ces journalistes chevronnés repose en paix. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Restez avec nous.